Hello Maxime, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on puisse parler de comment utiliser une stratégie de partenariat comme levier de conversion à chaque étape du cycle de vente. Je t'ai invité toi parce que tu es un expert du partenariat, tu es un ancien sales, un ancien commercial qui est tombé dans le game du partenariat. Aujourd'hui, tu accompagnes pas mal de boîtes justement à utiliser ce levier pour augmenter leur taux de closing. Du coup, voilà, c'est parti. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Merci Laetitia pour l'invitation. Ravi d'être avec toi aujourd'hui et puis de parler partenariat et comment l'activer là sur tout ce qui est vente pour les personnes qui vont nous écouter. Bienvenue sur Vendu, le podcast commercial de référence pour augmenter votre taux de closing. Ici, on discute des meilleures stratégies de vente pour conclure plus de deals, fidéliser ses clients et rendre ses commerciaux plus performants. J'ai des discussions sans filtre avec celles et ceux qui font de la vente au quotidien, des sales leaders, des top performers. On va dans le détail, on donne du contexte pour que vous puissiez repartir avec de la matière actionnable. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement. C'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute. Bon, du coup, on va faire ça très rapidement, mais c'est cool que les gens qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Est-ce que tu peux te présenter en une minute? Ouais, bah très rapidement, donc comme tu l'as dit, je suis un ancien vendeur. J'ai commencé moi vraiment dès 2013 à bosser directement dans la vente. J'ai fait plusieurs types de fonctions, donc vraiment sur la gestion de compte, de la prospection. J'ai plus un profil chasseur de base, c'est ce qui m'animait. Et puis en 2018, j'ai commencé vraiment à aller plutôt sur de la vente enterprise, sur du grand compte. Et je me suis rendu compte, si tu veux, de l'importance des partenariats à ce moment-là, puisque j'ai pu signer vraiment des choses assez importantes grâce à mes partenaires. Forcément, la vente a un métier très spécifique et parfois complexe sur lequel il faut avoir pas mal de connaissances. Mais les partenaires m'ont énormément aidé et j'ai trouvé une manière très élégante, si tu veux, de pouvoir aborder justement cette partie-là et de pouvoir vraiment accompagner le vendeur dans la vente. Et donc j'ai décidé d'y plonger à fond dedans. Et donc par la suite, j'ai notamment travaillé et l'idée le département partenariat de Lemonway. Et suite à ça, j'ai décidé de me lancer à mon compte là, depuis un peu plus d'un an pour aider principalement des fintech et des SaaS B2B à vraiment tirer parti des partenariats et vraiment faire un levier de croissance majeur. Cool. Et tu as aussi un podcast. On en parlera aussi à la fin, mais Exactement. sur le sujet. Un des rares podcasts sur le sujet. Du coup, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ton constat aujourd'hui? Bon, moi, depuis toujours, j'entends que le partenariat, c'est un levier qui marche, etc. Pourtant, je vois très peu de boîtes concrètement qui en auraient besoin le mettre en place, en tout cas le mettre en place de manière sérieuse. C'est quoi ton constat aujourd'hui sur justement la maturité des stratégies de partenariat en France vs l'international? Alors, globalement, si tu veux, si tu regardes l'international, il y a vraiment des très grosses réussites qui sont aujourd'hui éprouvées, comme Microsoft ou autres. Je vais te donner quelques datas après. J'ai fait les devoirs, j'ai fait une petite recherche, et donc ça permet de vraiment de donner un peu de contexte. Globalement, si tu veux, aujourd'hui, on est dans une ère où tout va très vite et où on a envie de générer du revenu le plus rapidement possible. Globalement, si tu veux, sur du partenariat, on est plutôt sur quelque chose qui, au début, va prendre du temps à mettre en place. Par contre, qui après est complètement exponentiel, que ce soit en termes de revenus et en termes de coût d'acquisition client. Donc le levier, il est pour moi majeur, il est ultra important. Ce que j'observe, c'est principalement aux US aujourd'hui, bah, on a utilisé ce levier depuis plusieurs dizaines d'années, principalement à la base sur ce qu'on appelait du channel, donc c'est-à-dire de la vente indirecte. On vous appelle à des resellers pour simplifier la chose, pour justement aller vendre son produit. Et puis après, de là, sont nées aussi, je dirais, différentes choses autour de ça pour créer des écosystèmes très puissants qui permettent à une société de rayonner sur tous les aspects auprès des acheteurs, mais qui permet aussi de faire vivre d'autres boîtes. Si je te prends un exemple très concret aujourd'hui, Microsoft, pour 1 dollar généré chez eux, il y a à peu près entre 8 à 11 dollars qui sont générés pour les partenaires en fonction de la typologie. Si tu prends HubSpot, c'est pareil, on est à peu près à 2,6 milliards de revenus et on est aujourd'hui à peu près à 18 milliards de revenus générés pour l'écosystème. Donc tu vois bien la puissance de tout ça. Ce que j'observe aujourd'hui de manière globale et surtout en France, c'est une montée en puissance de sujets, puisque globalement la prospection devient de plus en plus dure, que ce soit sur l'emailing, même de la prospection en cold calling. Et le fait, si tu veux, de faire appel à des tiers qui vont pouvoir influencer et avoir la confiance de ton ICP est pour moi primordial et ça va pouvoir parler justement à ces derniers. Et donc tu peux aller du coup beaucoup plus vite sur ta vente, vendre plus cher et surtout générer des vraies opportunités. Et donc pour moi, c'est vraiment un levier majeur aujourd'hui qui est encore à mon sens très opportuniste en France où bah, on a travaillé un lead, donc on se dit bah tiens telle personne va prendre le sujet, plutôt généralement sur de la vente ou du marketing, ou alors bah tiens on a envie d'ajouter une feature mais plutôt de la construire, on va peut-être la partenaire avec quelqu'un, donc tu as le produit qui peut se mettre aussi dedans. Donc c'est pas je dirais réellement structuré et les choses en tout cas sont en train de se mettre en place pour vraiment développer cette fonction qui selon moi
est cœur et devrait aider de nombreuses sociétés là, dans l'avenir. Ouais, et en fait, ce que tu dis, quand c'est quelque chose que les boîtes prennent de manière opportuniste, on voit souvent des boîtes qui vont faire ça, aller vont te filer ça au directeur commercial, on en reparlera à un moment donné, mais c'est 20% de ton temps, et au final, en fait, c'est des stratégies qui n'ont pas forcément été réellement éprouvées, en tout cas en France, de manière à avoir des playbooks qui sont de la même manière que l'emailing ou le call call, réutilisés, réexploités par pas mal de boîtes, quoi. Je pense que pour moi, si tu veux, mon constat, c'est qu'il y a un désalignement entre le fait de vouloir générer du revenu rapidement et travailler une stratégie de partenariat, puisque globalement, ton partenaire, tu vas travailler avec lui sur du long terme et tu dois aussi lui amener de la valeur. Aujourd'hui, quand tu fais de l'emailing, de la prospection, tu attends à avoir des résultats très court terme et donc générer du revenu rapidement. Quand tu es avec des partenaires, c'est, je dirais, plutôt l'inverse. Tu vas travailler sur du long terme. Et donc oui, aujourd'hui, une fonction commerciale qui a pour but de générer du MRR et donc d'être incentivé là-dessus, aller parfois passer du temps avec des partenaires où tu ne vois pas le résultat de manière très court terme et où tu as aussi la pression, puisqu'il faut le dire, on t'attend sur des objectifs quarterly, bah, globalement, tu te dis, je vais moins le faire. Et donc, c'est légitime de passer plus de temps à vendre directement. Pourtant, si tu regardes un petit peu les chiffres et le futur un peu plus loin, tu te rends compte que travailler cette stratégie est ultra pertinente. Et donc pour moi, on pourra en reparler, mais ce n'est pas forcément à la direction commerciale de gérer ça, même si aujourd'hui le constat c'est que beaucoup de partnership managers reportent à la direction commerciale. Selon moi, c'est un poste qui est beaucoup plus stratégique parce que très transversal. Comme je te disais précédemment, bah, tu peux très bien intégrer des features de ton partenaire, donc très clairement tu vas impacter et le produit et la tech. Tu peux aussi rayonner auprès de tes prospects et de tes clients grâce à ton marketing, ton growth. Et donc, pareil, ça va être au niveau du partenariat. Et tes vendeurs, pareil, tu peux aller faire du co-selling, tu peux aller sur bah, justement des stratégies de vente commune ou alors d'implication de tes équipes sales des deux côtés. Et donc, c'est un rôle qui finalement est très transversal, très poreux et qui aussi a une. Comment dire ça? Est vraiment important à bosser en interne. Il est aussi important, je dirais, en externe qu'en interne. Ok, très clair. Bah, du coup, justement, on va rentrer dans le concret. Et ce que j'aime bien, c'est que effectivement, toi, tu as été sales. Donc, en fait, la manière dont tu vois le partenariat, c'est aussi, pas que, effectivement, tu as cette dimension transverse que tu défends, mais aussi sur le volet sales, comment, en fait, le partenariat peut impacter, en fait, chaque étape du cycle de vente aujourd'hui. Donc, on va prendre un peu les différentes étapes. Évidemment, ce qui vient en tête des personnes, c'est le partenariat aide à générer des leads. Ça, aujourd'hui, tu as dit un truc qui était précis, c'est les gens sont pressés, il y a la pression du chiffre. Quelle attitude faut avoir par rapport à ça, partenariat égale génération de leads? Globalement, si tu veux, pour moi, tu pars même en amont de ça, c'est bien identifier ton ICP. Donc vraiment comprendre qui est ton client et de quelle manière il va t'acheter. Donc essayer de bien mapper ton ICP et puis ta Customer Journey pour vraiment qu'elle colle par rapport aux attentes de tes clients. Et dans un premier temps, selon moi, c'est de travailler de manière assez proche avec le marketing, puisque finalement, il y a beaucoup de sociétés qui vont rayonner autour de la tienne, qui vont avoir le même type d'acheteur, le même ICP. Et donc, idéalement, c'est déjà de pouvoir éduquer ton acheteur à ta solution, à ton produit. Donc, ça veut dire que globalement, il va avoir plusieurs touch points avant de rentrer en contact avec toi. Et donc, lui, dans son cycle d'achat, pour le comparer vraiment à ton cycle de vente, il va être déjà sur l'information en amont et donc à capter des choses sur ce qu'il veut faire, sur son projet, pour vraiment trouver la meilleure solution. Par la suite, c'est là où je dirais les partenaires vont rentrer dans le game et vont te permettre d'avoir des opportunités beaucoup plus qualifiées. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ton produit, ils savent de la manière dont tu fonctionnes et ils savent quelles sont les attentes du client. Parfois, les partenaires peuvent être des partenaires fournisseurs de ton prospect et donc là, la recommandation qu'ils peuvent te faire et le lead qu'ils t'envoient est, je dirais, idéal puisque ton client, il va arriver et il a déjà une certaine confiance en toi dans le sens où un de ses fournisseurs qu'il a choisi par le passé, avec qui il travaille et dont la logique fonctionne bien, le recommande et recommande ta solution. Donc, globalement, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est très efficace en termes de génération de leads. Tu vois, par expérience, moi, c'était vraiment moins de leads, tu vois, qu'on pouvait avoir sur le partenariat comparé à du marketing, de l'inbound ou même de l'outbound. Néanmoins, c'était des opportunités très qualifiées avec un panier moyen beaucoup plus élevé. Et pour donner quelques chiffres, notamment certaines études qui ont été faites, notamment via Crossbeam, on pourra en reparler par la suite, qui est un outil assez utilisé dans le partenariat. Globalement, les deals sont 53% plus susceptibles de se conclure quand il y a un partenaire qui est impliqué.
il se close aussi en moyenne 46% plus vite et le panier moyen est 40% plus élevé quand un partenaire est impliqué. Donc ça te montre bien, si tu veux, la valeur de travailler aussi autour des partenariats quand tu es vendeur et notamment sur la génération de leads. Ouais, très cool. Pour moi, tu as parlé de la dimension de lead plus quali, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est toujours dans cette course et l'angoisse du volume. Toi, justement, dans tes expériences, etc., comment, parce que je pense que c'est un peu ça qui peut intéresser l'audience, tu vois, c'est comment tu fais pour dire, écoutez, voilà, là, il y a des chiffres, on va dans ces trucs-là, et donc, il faut accepter qu'il y ait moins de rendez-vous, ou en tout cas qu'on défocus un peu la boîte sur un autre canal. Comment tu gérais ça, toi, par exemple, ou comment tu proposes de gérer ça, en fait, pour une boîte qui veut se lancer, quoi? Alors, quand on veut se lancer, c'est parfois complexe puisque ce que je te disais, les relations avec le partenaire mettent du temps à se mettre en place et donc il faut créer cette confiance aussi avec son partenaire, c'est ultra important parce que quelqu'un ne va pas te recommander comme ça non plus, pas parce que tu montres que tu as une bonne solution, il va falloir que tu envoies certainement aussi des leads de ton côté. Globalement, le donnant-donnant, il est très important dans les partenariats. Ce que je dirais, c'est que je vois beaucoup d'opportunités, moi, chez les sales, et ce que j'ai vu même moi par mon passé, des erreurs que j'ai pu faire, pardon, où tu travailles des opportunités, t'as pas toute l'information ou une partie de l'information, t'as beau avoir creusé, si tu veux, dans ton R1, dans tes appels de découverte, parfois t'as pas toute l'information. T'as beau avoir ta méthodologie, Spice, Medic ou autre, à un moment il peut te manquer des infos. Donc le partenaire déjà est là pour t'amener des choses supplémentaires, mais c'est surtout de se dire, rationaliser vos opportunités. Parfois vous travaillez sur des opportunités qui n'ont aucune chance d'atterrir, et donc disqualifier rapidement est aussi, selon moi, ultra important pour travailler sur des opportunités très qualitatives. Donc la manière de le faire, moi je dirais, c'est d'avoir ces comptes cibles qu'on a envie de chasser et essayer de mapper l'écosystème qu'on a autour d'eux. Donc comprendre qui sont les fournisseurs des clients, qui influence mon client, de quelle manière, et par la suite, soit alors, de manière, je dirais, commerciale, donc le sales peut aller contacter ses partenaires, mais aussi peut-être avoir une stratégie un peu plus aboutie, donc c'est-à-dire avoir quelqu'un dans l'équipe partenariat qui va justement prendre le relais et aider les sales à construire quelque chose de beaucoup plus solide, plus global, avec les sociétés qui rayonnent autour des target accounts. Et donc finalement, c'est ça, je dirais, c'est partir des comptes qu'on cible, regarder vraiment qui entoure ces clients-là dans leur écosystème et commencer à travailler autour de tout ça. Parce que finalement, tu te rends compte que par exemple sur un projet où par exemple tu connais pas l'intégrateur, où il te manque quelque chose dans l'écosystème, bah, le client il va demander à un moment à cette personne qui c'est que tu me recommandes. La personne peut dire je suis agnostique, par contre j'ai déjà bossé ou intégré telle solution, je sais que ça fonctionne bien. Si c'est la tienne, tu pars quand même avec un gros avantage et l'influence qu'on te donne et la confiance, le transfert de confiance qu'on te donne est ultra important. Donc pour moi, la base, c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de mapper l'écosystème de ton client, comprendre qui rayonne autour de lui, de quelles intégrations il a besoin pour être sûr que quand tu te lances dans une opportunité, tu as en tout cas toutes les chances de pouvoir la gagner parce que tu connais ces personnes-là et tu sais de la manière dont ils bossent aussi. Très clair. Du coup, là, on a parlé un peu de génération de leads. Tu as commencé un peu à parler aussi également des avantages du partenariat dans le closing, parce que tu as parlé par exemple de cet exemple-là. Euh, Quel est l'intégrateur, etc. Il y a plein d'informations parfois. C'est pas une question de tu peux avoir la meilleure méthode de vente, c'est pas une question de méthode de vente, c'est une question qu'il y a des informations que tu n'as pas et que parfois tu ne peux pas avoir. Même avec la meilleure méthode de qualification de vente, c'est comme ça. Euh, et du coup, j'aimerais bien justement qu'on parle de ça, sur comment aussi les partenariats, tu as donné un chiffre qui était assez pertinent hein, sur la partie closing. Et on avait déjà discuté ensemble du fait qu'il y a des moments d'influence. Et j'aime bien en fait ta présentation de ça, c'est-à-dire que le closing, c'est que des moments d'influence additionnés et qui te permet ensuite, tu as tellement eu une grosse influence qu'en fait, ensuite, boum, quoi, tu as le closing, quoi. Et tu disais, alors je sais plus exactement, tu diras le chiffre, que finalement, nous, en tant que sales, on en contrôle très peu et que le partenariat peut compléter. Est-ce que tu peux donner un peu plus d'informations là-dessus? Ouais, alors il y a quelqu'un qui est assez intéressant à écouter aux US qui est toujours en activité, qui s'appelle Jim McBain, qui du coup a justement formulé cette partie-là où il parle de 28 moments que traverse un client avant de prendre une décision. Globalement, son compte rendu, c'est de dire qu'une société en contrôle à peu près 4, donc des choses où ils vont pouvoir, tu vois, avoir des accès d'informations avec des business cases, des choses que tu peux trouver ou autre. Le reste, c'est des tiers qui vont venir influencer l'acheteur. Ça peut être des pairs, mais ça aussi, peut être aussi des partenaires, ou donc ses fournisseurs à lui qui travaillent déjà autour de lui. Et donc l'idée, ça va être de mapper, ce que je disais tout à l'heure, le mieux, cette customer journey,
et le mieux l'écosystème qui peut entourer ta boîte, mais aussi tes clients, pour travailler ces moments-là et à chaque moment amener de la rassurance ou amener une petite analyse supplémentaire qui va permettre de prendre la décision. Et donc finalement, c'est vraiment ça que peuvent amener des partenaires, c'est ces zones d'influence, mais aussi de l'information très qualitative. Je te prends mon exemple quand j'étais sur de la vente enterprise. J'ai signé un compte moi à l'époque qui était Naval Group, qui était les sous-marins là, qu'on connaît. Et donc moi à l'époque je vendais des services financiers sur les déplacements professionnels. Donc le but c'était d'avoir une carte qui permet de prendre en charge tous les déplacements et éviter que les collaborateurs avancent les frais. J'avais un gros concurrent qui était déjà installé dessus et le client se posait des réflexions sur changer ou non de solution. Et donc grâce à mes partenaires, donc mes questions que j'ai posées en R1 et même par la suite m'ont permis d'avoir des informations. Par contre mon partenaire qui était l'agence de voyage qui du coup servait ce client m'a permis d'avoir des informations plus détaillées sur le pourquoi du comment. Et donc en l'occurrence c'était il y a eu une fraude avec la carte d'un concurrent, donc ça je le savais. Par contre, tout ce qui a suivi derrière, c'est-à-dire ah bah ils n'ont pas pu réserver de voyage pendant tant de temps. Après, c'est les collaborateurs qui ont dû avancer les frais. Ça a généré tant de notes de frais, tant de temps au niveau de la comptabilité. Ça, c'est des informations ultra précises qui te permettent du coup de mesurer l'impact de tout ce qu'il y a derrière et donc aussi de aligner et en tout cas développer ta vente dans le bon sens parce que tu sais exactement où tu dois taper pour justement cibler ce client. Et donc moi j'avais 2 points, c'était sur la rassurance de la fraude par rapport au type de carte que je vendais et également par rapport à des remises arrière que je pouvais proposer. Donc voilà, j'avais mes 2 points et après l'idée c'est d'utiliser mes partenaires pour aller influencer le client. Et donc j'avais 2, 3 gros partenaires à l'époque qui m'ont aidé sans tu vois, dévaloriser l'existant, mais dire voilà, ça si vous voulez migrer, c'est une très bonne solution. Et sans ces personnes, je pense que j'aurais pas pu réaliser cette vente, très clairement. Donc pour toi, c'est déjà d'avoir des moments où d'autres personnes peuvent influencer du coup le prospect à ta place. Avoir aussi également des informations, encore une fois, que tu pourrais jamais avoir, enfin, auxquelles tu pourrais jamais avoir accès si tu n'avais pas des personnes qui seront à l'intérieur. Et donc j'aimais bien, en fait, tu avais une expression qui était, nous, parfois les sales sont en mode en train de crier près de son prospect, regarde, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et toi, ton idée, c'est en gros, voilà, comment on peut laisser d'autres personnes parler à notre place, quoi. C'est un peu l'idée. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, on avait parlé aussi, parce qu'on parle souvent du coup de génération de lead de closing, j'ai envie aussi de parler d'upsell, de cross-sell, parce que euh, moi c'est un peu mon obsession, c'est en ce moment, dans la période dans laquelle on est, on sait tous que c'est... voilà, il faut rien laisser au hasard. Et donc du coup, il y a aussi cette dimension de comment mieux fidéliser nos clients. Et là, encore une fois, toi, tu me partageais aussi également que les partenaires pouvaient être aussi également un asset assez pertinent. Exactement. C'est vraiment, je dirais, un très bon levier pour fidéliser les clients et les rendre encore plus sticky à ta solution. Globalement, si tu as les bons niveaux d'intégration, ton client, pour qu'il puisse partir, si derrière tu lui donnes vraiment un bon service, ça va être compliqué de te déloger. Le partenaire, sur pareil, des logiques d'upsell, cross-sell, tu peux très bien imaginer à être intégré avec d'autres partenaires un peu technologiques qui, du coup, amèneraient de la valeur ajoutée à ta solution. Et donc plutôt que d'aller taper une base de clients inexistants, prospects, où on sait que forcément c'est plus cher d'aller justement cibler des clients prospects, enfin des prospects plutôt que des clients, et ben pourquoi pas réaliser une intégration ou alors travailler avec un partenaire proche pour aller vendre d'autres choses et réaliser justement un upsell, un cross-sell sur d'autres choses. Ça te permet déjà à ton client de lui proposer un élément supplémentaire, donc d'être encore plus présent chez lui, et en autre partie vraiment de fidéliser sur du long terme. Donc déjà tu travailles ta base client et on sait qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est ultra important puisque c'est là où se trouve l'argent, je dirais, à court terme. Et petit 2, voilà, ça te permet aussi de développer tes relations de partenaires. Et même à terme, si tu veux, tu as beaucoup d'exemples aujourd'hui dans la tech, et même de manière globale, où tu as des rachats. Et donc ça, c'est un message plutôt pour les CEO. Les partenaires sont un excellent levier aussi de fusion-acquisition. Il y a énormément d'exemples où d'abord on partenaire, donc on lance une solution ensemble, on la teste, et puis par la suite, il y a une des deux boîtes, enfin, c'est généralement la plus grosse, qui rachète la seconde, mais c'est un excellent levier. Et moi, je l'ai vécu, si tu veux, quand j'étais chez les Monway, quand il y avait une levée de fonds, il y avait 3 de mes partenaires avec qui j'avais développé une relation qui se sont intéressés au dossier.
Donc après, la direction avait une vision différente à ce moment-là, avec qui lever de l'argent en tout cas. Par contre, en tout cas, tu vois, tu avais des vraies personnes du milieu qui étaient intéressées pour acheter la solution parce que c'était une brique qu'ils ne maîtrisaient pas et qui était demandée par leurs clients. Trop cool, ouais. Effectivement, on pense pas à ça, mais effectivement, ça augmente la valeur en fait de sa boîte, en fait, d'avoir des partenariats qui sont ultra structurés. C'est un asset aussi important que les clients, sa base client, qui parfois une base client peut être volatile en fonction des périodes, alors que tes partenariats généralement qui sont là depuis des années, c'est un asset assez important. Du coup, maintenant, bah, j'aimerais bien qu'on parle justement, bah, du coup, comment structurer une stratégie de partenariat. Et donc la question que j'aimerais te poser, c'est, bah, on en a un peu parlé au début, mais est-ce que le partenariat doit être rattaché à la partie commerciale? Ce qui est tout le temps fait, hein, de manière caricaturale. On va voir le directeur commercial, on dit oui, il faut qu'on mette en place des partenariats, il y a vraiment des choses à faire, on a réussi à faire ça avec X, il faut qu'on fasse ça avec trois boîtes qui ressemblent à X. Du coup, bah vas-y, tu vas diviser ton temps et tu vas faire ça. Ce qui marche jamais. Donc, ou très rarement. En tout cas, voilà. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi en fait? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, pour moi, non. À la direction commerciale, en tout cas, non, parce que selon moi, c'est des missions qui sont différentes. Et comme je l'ai dit un peu en introduction, le partenariat ne dessert pas uniquement la vente, mais selon moi aussi d'autres départements. C'est une fonction qui est très transverse, qui peut t'aider justement à intégrer de nouveaux produits, à développer justement ton produit de manière globale. Donc pourquoi le rattacher à la vente si tu as tu vois, un gros lien qui peut se faire aussi avec le produit, avec la tech. Pareil sur le marketing. Je pense qu'aujourd'hui, les partenaires peuvent avoir un levier extraordinaire sur l'influence que tu amènes à tes clients. Donc, tu vois, tu pourrais très bien te dire aussi, je le rattache à la direction marketing. Ce que j'observe généralement, c'est la majorité des cas sont en effet rattachés à la direction commerciale parce qu'on part d'un postulat qu'on veut un nouveau canal d'acquisition et qu'on veut générer plus de leads. C'est souvent le postulat, si tu veux, qui revient fréquemment. Moi, je vois plutôt comme une fonction très transverse et où aujourd'hui, à mon sens, forcément, je prêche pour ma paroisse aussi, mais il faudrait le rattacher au CEO directement, puisque comme c'est une fonction transverse, ça va rayonner sur l'ensemble des départements. Et donc pour moi, ça doit être directement rattaché au CEO. Éventuellement, puisque selon moi aussi la finalité des partenariats, c'est de générer du revenu, donc on peut aussi être rattaché à plutôt cette partie revenu, CRO. Ça peut faire sens, ça peut faire sens. La pure direction commerciale, pour moi, un peu trop limitée aujourd'hui parce que ça va défendre des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts des partenaires non plus et qui ne permettent pas d'avoir en tout cas une vision long terme sur les partenariats. J'aime bien ce que tu dis, mais surtout, en fait, il y a une chose, une question qui m'est venue, en fait, en me disant, OK, tu as raison. Alors là, pour le coup, c'est ma déformation professionnelle en tant que directrice commerciale qui voit, du coup, les partenariats principalement comme un canal d'acquisition. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire, évidemment. Comment tu fais ce choix au départ? Tu veux dire pourquoi tu pars sur les partenariats? Non, non, c'est pas ça, c'est par contre, comment tu fais ce choix-là? En fait, justement, ce que tu disais, c'était, OK, en fait, généralement, le biais, c'est que tout le monde prend une stratégie de partenariat comme un nouveau canal d'acquisition. Et donc, du coup, on va le rattacher automatiquement à la direction commerciale. Et qu'en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Comme tu as dit, partenariat produit, partenariat marketing, etc. Mais ce choix-là, en fait, imagine, je suis une boîte. Euh, Comment tu choisis, en fait, que tu vas démarrer? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de démarrer sur le biais plutôt commercial, apport d'affaires ou autre, etc., que sur la partie produit. C'est un vrai risque. Donc, ou même sur la partie marketing. Comment tu fais ce choix-là, en fait, justement? Alors, pour moi, si tu veux, c'est déjà de se dire, d'avoir une vision long terme sur les partenariats, ce que je te dis un peu depuis le début. Et donc, comment ça peut se faire, en tout cas dans une société. Premièrement, c'est penser son produit de manière intégrée et intégrable. Donc, vraiment être, je dirais, très tourné autour des API pour intégrer de nouvelles choses, mais aussi permettre aux gens d'intégrer tout le produit ou une brique de ce dernier. Donc, c'est vraiment penser cette fonction dans ce sens-là, sur du long terme. Et moi, tu vois, limite au début, je le verrais plutôt presque autour du marketing. C'est-à-dire que tu as un ICP, faut aller parler à ces gens-là. Et ben aujourd'hui, ton marketing, ou en tout cas la partie growth, va avoir un levier, va être un très très bon levier aussi pour permettre de toucher ton ICP. Et je te prends un exemple. Aujourd'hui, là, j'accompagne une société qui s'appelle Outil, donc qui aide des cabinets d'architectes à digitaliser leur activité. Mais on propose du contenu, des articles, des webinars avec différents acteurs qui vont également parler à cette même cible. Exemple, une agence marketing qui va expliquer aux architectes comment générer un à trois nouveaux projets par mois.
C'est pas du tout la volonté initiale de ma société d'accompagner en tout cas ces personnes-là sur de l'accompagnement commercial. Néanmoins, tu te rends compte que ce genre de sujet leur parle et donc finalement tu vas aider ton client aussi de manière générale. Donc moi au début je le verrais surtout sur le fait de bien réussir à parler à ton ICP, avoir une bonne influence auprès d'eux et par la suite commencer à travailler avec des partenaires de manière plus commerciale. Et donc ça, comment ça se fait? Eh ben, tu vas interroger tes clients, tu vas voir aujourd'hui ce dont ils auraient besoin aussi en plus que peut-être tu ne couvres pas. Tu vas voir aussi ceux qui peuvent avoir un rayonnement un peu plus grand que ce que tu proposes. Et donc l'idée après, ça va être d'être sur un rôle assez sales, donc pour aller nouer des nouvelles relations, vendre le partenariat, enfin vendre ta société comme si tu le faisais auprès d'un client, mais pour justement leur montrer que la valeur ajoutée, elle est là. Et commencer à développer un pipeline commun, commencer à développer des choses ensemble pour vraiment aller plus loin sur un aspect commercial. Donc moi, dans un premier temps, j'essaierai de voir pour justement avoir un angle assez global sur comment bien implanter les partenariats, mais peut-être dans un premier temps, plus amener de l'influence, éduquer le marché et vraiment commencer à bien se faire connaître. Et puis par la suite, s'engager avec 4-5 partenaires, pas plus, pour aller vraiment faire des actions communes fortes et échanger des leads qui soient vraiment de qualité. Parce Très que clair. souvent, si tu veux, juste pour conclure là-dessus, tu as cette attente, si tu veux, de dire bah tiens, je te passe 10% de mon ARR et tu m'envoies un Ouais. lead. Mais en fait, si tu te mets dans cette position-là, à l'inverse, t'as pas envie de recevoir 10%. Toi aussi, tu as envie de recevoir du lead. T'es sales, tu veux avoir plus de leads qualifiés. Et donc, en fait, c'est ça le partenariat, c'est aussi de donner aux autres ce que tu as envie de recevoir. Et donc, plus tu vas aider tes partenaires à atteindre des objectifs, plus ils vont être, je dirais, généreux avec toi. C'est la même chose avec un client. Un client aujourd'hui, il a son projet. Tu l'aides à résoudre un pain, tu l'aides à résoudre quelque chose qu'il ne saurait pas faire du coup directement. Si tu l'aides dans ce sens-là et que tu amènes un bon service, il va être ultra satisfait. Il va te le rendre en retour avec peut-être du testimonial, peut-être acheter plus cher, etc. C'est pareil sur un partenaire. Globalement, tu lui amènes de la valeur, il t'en amène en retour. Ok, nickel. Ça me fait maintenant penser qu'il faut qu'on aille un petit peu plus dans le, dans le dur. Ok, on a parlé de bah, d'où on en est, enfin où on en est aujourd'hui sur le partenariat en France. On a parlé de comment ça impacte en fait nos différents cycles de vente, comment ça peut impacter nos cycles de vente, qui doit s'en occuper, etc. Maintenant, concrètement, comment on fait, comment on démarre en fait une stratégie partenariat on a discuté parce que j'étais dans cette problématique-là, toi et moi. Comment on démarre et surtout comment on démarre avec ou sans budget. J'aime bien avoir cette approche-là parce que je sais que dans l'audience, il y a des personnes qui ont des super boîtes avec une grosse structure, du monde, etc. Et donc, c'est pas, on n'a pas les mêmes assets au départ et on peut aller peut-être plus vite, mais peut-être qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on doit faire attention. À l'inverse, il y a des boîtes pour lesquelles ce serait vraiment game changer. Par contre, elles n'ont pas de budget et tout de suite elles se disent bon bah en fait impossible que je mette ça en place et elles mettent ça trop vite de côté. Du coup, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Je dirais en premier lieu, déjà sur les deux axes, il y a des choses en fait qui reviennent et un peu ce que je disais avant, mais c'est d'être facilement intégré et intégrable. Donc déjà de pouvoir, tu vois, faire en sorte que ta solution, elle puisse rayonner un peu partout. Donc si ton produit déjà, il peut être intégré ou tu penses, tu vois, dans 1 ou 2 ans qu'il peut être intégré, essayez de penser en tout cas votre produit comme ça pour qu'il puisse justement être facilement intégré par des tiers. C'est que sur du SaaS que tu dirais que c'est le cas ou par exemple des boîtes de services, elles peuvent aussi avoir cette réflexion-là sur leurs offres. Alors sur du service, je dirais ça peut être différent parce que tu n'as pas forcément de produits intégrés. Mais oui, sur du SaaS en tout cas, et même des fintechs, si tu veux, moi que j'ai surtout vu avec tu vois, du paiement où c'est vraiment invisible, etc., où il faut être intégré dans des plateformes, c'est une évidence si tu veux que tu dois bosser sur cet axe-là. Mhm. Et même aujourd'hui, moi je recommande en tout cas au SaaS ouais, d'avoir une possibilité d'être intégré facilement. On voit aujourd'hui avec l'IA, notamment, tu as de plus en plus de SaaS qui se lancent, tu peux en créer de manière aussi plus facile, tu as tout ce qui est vibe coding, etc., même s'il y a encore des niveaux de maturité à atteindre. Mais demain, je pense que ce sera très simple d'intégrer des solutions. Et donc, en fait, il faut penser que son produit doit être interconnecté demain. Et je dirais, résolvez un pain très précis euh, pour vos clients. Et le reste, dites-vous, bah, peut-être que je peux build dans le futur, mais imaginez-le aussi avec des partenaires, puisque finalement, c'est peut-être eux qui vont vous permettre d'aller plus vite et qui ont déjà une audience ou des clients qui pourront être aussi clients de votre solution. Donc je dirais, c'est déjà essayer de penser sa stratégie de boîte autour du partenariat. Donc se dire, je suis facilement intégré, je suis facilement intégrable et je peux facilement aussi être intégré par des partenaires.
Après, en petit 2, ça va être d'interroger vos clients et de leur demander ce dont ils ont besoin. Donc vraiment comprendre aujourd'hui ce dont vos clients ont besoin. C'est facile à comprendre, vous faites des calls avec eux, vous demandez quelles intégrations vous avez besoin, quels services additionnels ils auraient justement envie d'avoir via votre solution. Ça va vous donner beaucoup d'éléments. De là, on décline une stratégie. Et donc, avec, je dirais, un budget conséquent, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un full-time qui va développer cette stratégie et qui va pouvoir justement faire rayonner les partenariats à travers toute la boîte et un écosystème particulier. Sur les personnes, en tout cas, qui auraient moins de budget, ce serait en tout cas peut-être d'avoir quelqu'un autour du sales, du marketing qui prend une partie de son temps, mais en tout cas où on prend aussi en considération le fait d'aller taper les partenariats, parce que globalement ça va désaxer aussi de ses missions initiales. Donc même dans ces cas-là, moi je le fais un peu, mais on est plusieurs à faire du fractional, donc à être 1 ou 2 jours par semaine, et donc là sur un budget moindre aussi, tu peux avoir un impact plus important avec des personnes justement qui vont te permettre de développer la stratégie qui aura été faite. Ok. Et du coup, par exemple, bah là, tu parlais de justement avec ou budget, tu as la possibilité de recruter quelqu'un. Quel type de profil en fait tu dois recruter? C'est quoi un bon VP partnership? Moi aujourd'hui, tu me dis d'en recruter un dans ma boîte. J'en sais rien du tout quel type de profil il faut. Est-ce que je prends un profil sales? Et pour avoir fait du partenariat, je me rends bien compte que c'est complètement différent et qu'il y a parfois des réflexes que j'ai de sales qui peuvent mettre en péril parfois certains partenaires. Donc c'est pour ça que je me dis c'est peut-être pas tout à fait le bon profil. Et d'autres profils qui sont très relation builder, parfois il leur manque ce côté un peu sharp de parfois être hyper dur avec un partenaire en disant bon écoute là ça fait pas mal de temps qu'on tourne autour là, est-ce qu'on avance ou pas quoi. Ouais. Je dirais que c'est beaucoup de soft skills déjà. C'est déjà avoir faim, un peu comme dans la vente, mais si tu veux avoir envie de développer quelque chose et de le faire bien, donc vraiment avoir la dalle, ça c'est quelque chose en tout cas que je regardais beaucoup moi à l'époque. Être créatif aussi, parce que c'est aussi se dire, bah, mon client, il a peut-être besoin de ça, mais tiens, si je fais un partenaire avec telle solution, bah, globalement ça va amener telle valeur ou autre, donc vraiment penser très loin pour voir justement ce que ça pourrait amener en plus à sa société. Et vraiment en trois, je dirais aussi toute l'intelligence émotionnelle et psychologique qu'il faut avoir aussi bien en externe, comme tu as dit, pour justement comprendre les intentions des partenaires, mais aussi être assez sharp dans la manière d'engager, mais également en interne. C'est un jeu de politique, les partenariats. Tu dois aligner énormément de départements en interne, et donc il faut que tu arrives à comprendre les enjeux de tes collègues. Et donc l'empathie et l'intelligence émotionnelle sont des critères importants. Donc les profils généralement qu'on retrouve sur les partenariats, c'est les anciens sales du marketing, puisqu'aujourd'hui tu n'as pas d'école du partenariat, enfin tu as des formations ad hoc, je dirais, qui sont lancées par certaines personnes aujourd'hui ou autres, mais tu n'as pas de pure école du partenariat. Donc globalement tu retrouves principalement des anciens profils sales et un peu de marketing aussi. Ok. Du coup, alors parce que là tu m'as donné à peu près le portrait robot du type de profil, mais du coup tu vois c'est un ancien profil sales etc. Toi aujourd'hui comment tu testes? Tu testerais une personne que tu recruterais sur le partenariat? Alors moi, ce que je faisais, c'était un business case que j'avais monté autour d'un vrai cas, si tu veux, que j'avais en interne, pour voir justement la réaction de la personne en jouant différents rôles, notamment avec le partenaire, et également des rôles internes. Donc voir comment la personne arrive aussi bien à engager en externe pour aller justement chercher, par exemple, des nouveaux partenaires, mais aussi comment il arrive je dirais, à réconcilier tout le monde en interne pour tester tout ça. Donc moi, je fonctionnais beaucoup sur le système de business case à la fin, et sinon beaucoup par recommandation, comme toujours sur certains profils pour le recrutement. C'est toujours bien d'avoir des recos externes et des gens qui vont être, ouais, ce que je te disais, très empathiques. Donc je testais beaucoup, si tu veux, sur ces aspects-là, l'empathie, l'écoute active, et également le fait de comprendre le partenaire, mais comprendre aussi l'interne, puisque c'est vraiment un jeu d'équilibriste entre interne et externe, le partenariat. Ok. Et pour les gens qui n'ont pas de budget, ce que je peux voir comme problématique lorsqu'ils veulent se lancer sur une stratégie de partenariat, c'est c'est en fait d'avoir pas mal de pistes, mais pas suffisamment sérieuses pour que ça débouche sur quelque chose de pertinent, parce que pas assez solide pour mettre le temps nécessaire dans la partie animation.
Je sais pas si tu l'as vu, j'imagine pas mal, versus une boîte qui a du budget, qui a quelqu'un de spécifique dessus et qui peut faire que ça full time, voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais en fait, évidemment, c'est des gens qui peuvent être coachés, accompagnés, etc. Mais euh, qu'est-ce que tu leur recommanderais en fait de continuer à aller chercher un maximum de personnes pour pouvoir élaguer, plutôt se concentrer sur peu de partenaires. Alors, moi, quand j'arrive dans une société, j'aime bien faire beaucoup d'appels pour en tout cas découvrir l'écosystème et trouver en tout cas des gens avec qui on va avoir un vrai fit. Parce que parfois, tu peux te dire, bah tiens, telle solution, elle est géniale, mais en tout cas, le fit humain n'y est pas et tu sais que tu vas pas aller au bout. Moi, mon conseil, c'est, en tout cas, si possible, en fonction du temps qui est alloué, c'est de faire beaucoup d'appels pour vraiment comprendre ce qui se passe autour de votre boîte et quel écosystème pourrait être construit. Par contre, après, avec peu de budget et même de manière générale, pour moi, il faut avoir peu de partenaires. Vraiment, c'est rationaliser, c'est aller avec les personnes avec qui il y aura le plus de sens pour les clients, puisque, in fine, un partenariat, c'est vraiment amener de la valeur pour les clients. Donc, peut-être 5 partenaires au début, c'est largement suffisant. Tester comme ça, mais alimentez-les, allez leur donner du lead, allez leur donner de la visibilité sur des events, sur des webinaires ou autres, mais rationaliser, n'en ayez que très peu au début pour vraiment travailler avec les meilleurs et vraiment construire une vraie stratégie. La majorité du temps, quand je vois qu'il y a ouais, même un partnership manager qui a 50, 100 partenaires, tu as la loi de Pareto qui s'applique tout de suite avec ton 20-80. Donc c'est vrai, mais c'est aussi vrai parce que la personne n'a pas le temps de tout traiter. Et donc, in fine, il faut juste rationaliser, se dire je vais travailler que quelques partenaires, mais le faire de manière très précise et très efficace. Oui, parce qu'en plus, ce qui est dur avec le partenariat, c'est que c'est des gens qui vont vendre pour toi d'une certaine manière ou te prescrire. Ils ont un intérêt, mais cet intérêt n'est pas toujours comme, tu vois, un directeur commercial qui a la petite carotte du variable pour ses sales et les sales s'exécutent. Et en fait, finalement, tu es un manager de personnes qui ne sont pas des managers. Donc, c'est hyper compliqué, en tout cas, à animer. Et justement, ça me fait venir sur une question, c'est dans quelle mesure ça doit être formalisé ça? En fait, j'ai fait déjà du coup des podcasts sur ce sujet-là. C'est très, très, très cadré. Moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'il y a quand même ce côté à la fois très stratégique, mais aussi pour avoir discuté avec toi, en fait, au final, qu'est-ce qui fait un partenariat? Est-ce que c'est qu'il y a la bonne convention qui soit signée? À quel moment tu peux dire que quelqu'un est un vrai partenaire? J'ai aussi vu des gens qui m'ont rapporté que bah, un partenariat, c'était bien lancé au bout de 6 mois. Puis après, plus rien. La vie, c'est aussi la vie de boîte. C'est une boîte qui se fait racheter. C'est terminé. Moi, par exemple, là, j'ai un partenaire qui vient de se faire racheter. Alors, du coup, bah, on va devoir reparler du coup des modalités. Et je sais pas du tout. On a rendez-vous normalement la semaine prochaine. Du coup, ça, c'est la vraie vie, quoi. Tu vois, et là, je suis en mode genre, waouh, j'avais un super partenaire. Maintenant, aujourd'hui, les cartes sont rebattues, quoi. Ouais, ça c'est un vrai sujet parce que je reviens un peu à ce que je disais juste avant. Globalement, tu peux avoir la meilleure des solutions avec qui tu aimerais partenaire. S'il n'y a pas le fit humain ou s'il y a quelque chose qui manque, tu vas pas y arriver. Et moi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est tester avant de se lancer sur peut-être quelque chose de plus formel, un contrat ou autre. Je reviens à ce que je disais. Moi, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dirait je te passe 10% de mon ARR pour m'envoyer des leads, etc. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas du tout l'objectif de mon client. C'est pas du tout sur là où je veux la valeur. Ce qui amène de la valeur pour moi, c'est envoyer du lead, donc vraiment de l'acquisition des deux côtés et également de la visibilité, puisque c'est là où tu vas pouvoir aussi rayonner en externe et te montrer à des potentiels acheteurs ou alors à tes clients existants et vendre des choses additionnelles. Globalement, moi je suis pas très contrat au début, je prends le temps et j'ai envie de te dire, si tu as vraiment envie de faire un partenariat avec moi, bah, viens on s'envoie du business, on voit comment ça marche et une fois qu'on a vu qu'il y avait bah, justement un vrai fit que les clients achètent, bah, on peut formaliser par un contrat et peut-être aussi rajouter, je dirais, la cerise sur le gâteau en ayant cette petite rémunération additionnelle. Mais globalement, la clé, c'est déjà de tester, de voir que ça fonctionne, de voir que les clients achètent la solution commune où ils voient aussi beaucoup de valeur. Et une fois que ça s'est fait, oui, on peut formaliser avec un contrat. Mais moi, j'aime bien tester avant de formaliser, puisque sinon, dans beaucoup de cas, je trouve que tu perds énormément de temps. Et justement, comment tu fais ça? Parce que moi, en fait, c'est la première fois que j'ai eu face à ça, j'ai fait face à ça. Tu vois, tu as quelqu'un où tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Et tu as ce moment un peu gênant où tu dois dire, bon,
qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on se prend un nouveau call et on regarde nos listes de boîtes et on voit qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est super gênant de dire ça. Tu sais pas qui le premier va te dégainer ce truc-là. Est-ce que tu fais ça enfin, c'est quoi ton approche? Je pense qu'il peut en avoir plein, mais je pense que c'est intéressant pour les gens de. Je pense que c'est toujours des moments où on a besoin. En fait, toi, tu fais comment, quoi? Alors, t'as plusieurs outils, mais tu en as un qui est assez connu sur le marché qui s'appelle Crossbeam. J'en ai parlé un peu au début là sur une étude. C'est un outil qui permet de comparer tes CRM et donc de voir un peu l'overlap, soit en termes de clients ou en termes de prospects. Donc, enfin, moi, je dirais connecter vos CRM. De toute façon, ça coûte rien de dire, bah, voilà, mon potentiel partenaire a tant de clients communs ou tant de prospects communs. Tu vois que tu as un certain niveau. Bon, quand tu commences à voir que tu as 15-20% d'overlap, tu te dis, bon, bah là, c'est intéressant. Il y a une histoire puisque ça confirme, si tu veux, ce que tu cherches à écrire. Donc globalement, oui, ça c'est un bon premier point, c'est essayer de comparer les bases clientes pour voir justement avec qui vous bossez et voir si vous avez des choses en commun. Ça confirme qu'il y a certainement un fit. Attention, j'ajoute quand même un élément, il y a l'ICP, mais il y a aussi les personas. Et parfois, en fonction des personas, ça peut être différent. Je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, la société avec laquelle que j'accompagne, les personas, c'est justement les partenaires, donc vraiment au niveau de l'agence, et également plutôt la direction financière. J'ai un potentiel partenaire, on a des clients en commun. Lui, il est plutôt sur la partie dessin industriel. Donc, tu vois, on va pas forcément adresser les mêmes personas, donc tu vas pas vendre de la même façon non plus. Donc, tu as un overlap en termes de clients. Ça ne veut pas dire que tu vois, tu dois faire un partenariat avec tout le monde Mmh, parce que tu as les mêmes clients. Il faut aussi regarder les personas qu'il y a derrière, mmh. c'est très important. Mais globalement, oui, pour moi, c'est ça, c'est aller voir ce qui se cache un peu dans le CRM. Et après, il faut avoir une approche, je dirais, généreuse. Donc, c'est ne pas hésiter à envoyer avant de recevoir. Parce que globalement, si tu sens qu'il y a un fit humain, c'est du feeling aussi, c'est du ressenti, c'est justement ce que je disais, de l'intelligence émotionnelle, de la psychologie. Mais si tu sens qu'il y a un fit humain avec quelqu'un, vas-y, donne-lui du lead. Dans tous les cas, si tu as confiance dans la solution, ton client, il y verra certainement de la valeur. Et ton partenaire qui va signer 2 3 clients grâce à toi, il va certainement être très content et il va chercher à faire en sorte que tu reçoives aussi en retour. Donc globalement, ça c'est aussi un conseil, c'est n'hésitez pas à donner, soyez très généreux puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand les partenariats sont en place, ça m'intéresse plutôt pour ma culture générale, on va dire. euh, Est-ce que c'était déjà arrivé dans ton expérience d'avoir construit sur une base de modalités? Ça peut être, alors on va prendre la chose la plus simple mais ça peut être, voilà, on te redonne une part du chiffre ou je sais pas, enfin voilà, en tout cas une modalité bien précise et de devoir revoir ça pour des questions de strat, tu vois, tu sais, tous les ans, on revoit nos prix, on revoit nos tarifs, on revoit des choses qui peuvent nous coûter plus cher. Je pense même un partenariat produit. Où, par exemple, tu pourrais intégrer, moi pour le coup, en ce moment, je bosse pour une boîte d'IA. L'IA, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc, parfois, des choses que je pouvais faire à un certain prix, peut-être que dans 6 mois, ce sera à revoir. Et donc, le reward que je peux donner à mon partenaire, peut-être sera un peu moindre. Est-ce que tu as déjà été confronté là-dessus et comment ça se passe ce genre de négociation? De la même manière qu'une négociation d'un deal, on revoit les termes chaque année, voilà. De base, si tu veux, pour un peu lancer le sujet, je dirais si jamais vous devez négocier un incentive financier parce que par exemple vous savez à 100% que vous allez envoyer du business à quelqu'un et que lui ne pourra pas vous envoyer en retour, il y a des cas où comme ça c'est spécifique. Je t'avais pris un exemple la dernière fois, on a discuté, mais par exemple un conto qui aujourd'hui n'est pas encore Mm. une banque veut faire du financement, bon, ils peuvent envoyer des milliers de clients à des financeurs et donc eux, l'intérêt derrière, c'est un, forcément aider leurs clients avec des bonnes solutions pour se faire financer, mais deux, si possible, toucher une commission aussi en retour par rapport à ça. Globalement, c'est moi ma reco, c'est ne pas essayer si tu veux, de pressuriser ton partenaire. Tu mises sur le long terme. Donc globalement, ne cherche pas à avoir, si tu veux, peut-être une commission de 20%. Si tu peux te contenter de 10, ça peut paraître illogique dit comme ça en termes de revenus, mais globalement, le fait d'acquérir de nouveaux clients et le fait de travailler sur du long terme avec des partenaires est bien plus durable et important que de justement percevoir une commission forte dès le début. Après, pour répondre de manière plus précise à ta question, moi, ça m'est déjà arrivé, si tu veux, où je me suis retrouvé dans des systèmes où je devais rémunérer 2 partenaires. Et donc, très clairement, si tu veux, je mets les pieds dans le plat. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'être très transparent, c'est de leur dire, bah voilà, il y a tel sujet qui est sur la table, comment est-ce que je peux du coup compenser une autre partie. Donc après, tu peux lui dire, bah, je peux t'amener plus de visibilité sur tel sujet, je peux t'amener à tel événement avec moi. C'est essayer de compenser d'une certaine façon,
Mais la transparence est de mise, et donc oui, tu peux très bien renégocier tes conditions, en tout cas d'incentive ou autre. Pour moi, c'est un non-sujet. Au contraire, il faut être très transparent avec ses partenaires et ne pas hésiter à leur communiquer ces infos. Ok. Si c'est Bah un non. bon partenaire, il le comprendra. Ouais, autrement, c'est ça en fait. En fait, je sais pas si je vais en parler parce que tu le connais aussi et tu l'as interviewé dans ton podcast. Après, on parlera un peu des ressources qu'on peut avoir parce que pour moi, je pense que ça va être un sujet. Je pense, il aurait dû être central, mais pour moi, il doit être encore plus central. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité et que pour moi, c'est important de creuser ce sujet-là. Mais Alexandre pas Courbin, ça c'était un autre, un autre salarié. Alexandre Coquentin, qui aujourd'hui a travaillé dans mon équipe, mais qui aujourd'hui est le boss du partenariat chez Payplug, euh, lui me disait qu'en fait, il faut absolument que tu multiplies au maximum plein de gens dans ta besace. Tu disais hein, au départ se concentrer, mais parce qu'en fait tu vas avoir plein de gens en fait qui vont partir quoi. Et donc à la fin, tu auras en fait un petit un nombre restreint en fait de partenariats etc. Et donc j'imagine que le fait qu'il y a un partenaire qui trouve que finalement bah, il s'y retrouve pas ou que c'est peut-être complexe etc. Ça arrive souvent. Donc en fait ça fait partie aussi également du process où tu as à un moment donné beaucoup de monde et à la fin tu te retrouves avec deux partenaires quoi. Alors, ça peut arriver, mais c'est pour ça que moi je recommande en tout cas d'avoir une prospection assez large au début pour vraiment, si tu veux, bien étudier les personnes qui t'entourent, donc les potentiels partenaires, et par la suite de vraiment rationaliser dès le début. C'est vraiment de dire bah, je prends que les meilleurs et dire enfin, que les meilleurs pour toi et surtout pour tes clients. Mais je préfère moi en prendre que 4, 5, mais faire les choses super bien avec eux et vraiment miser sur le long terme et dire aux autres écoutez, pour le moment, je manque de bande passante pour vraiment avancer avec vous. D'ici 6, 12 mois, les choses vont certainement être différentes. Donc voilà, enfin, prenons le temps aussi de construire. Et donc, avoir une approche, je te disais, massifiée pour vraiment comprendre quel est ton écosystème, qui pourrait faire rayonner au mieux ta solution, mais surtout qui pourrait amener le plus de valeur à tes clients, est pour moi primordial. Par contre, après, au début, tu peux pas avoir, selon moi, c'est ma vision, hein, mais 15, 20, 30 partenaires, tu vas te griller, tu vas pas pouvoir tous les gérer, tu vas perdre du temps. Prenez-en 5, gérez-les super bien, faites-les vivre, faites-les rencontrer les personnes chez vous, faites-les rayonner auprès de vos clients et vous allez voir que vous allez vous dire oui, il y a quelque chose et ça va vous permettre de grossir au fur et à mesure, puis de recruter 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Et c'est comme ça qu'on arrive à aujourd'hui des stratégies massives. Toutes les grosses sociétés mondiales aujourd'hui qui rayonnent, qui ont voilà, enfin, qui sont les plus, enfin, les plus grosses, ont une stratégie de partenariat super forte. Ok. Et du coup, justement, donc, je te pose une question qui me vient là tout de suite, c'est finalement mettre des objectifs à quelqu'un qui est dédié à la partie partenariat, comme on mettrait des objectifs à un directeur sales, ça n'a pas de sens. Quel type d'objectif tu pourrais lui mettre en fait? Pour moi, c'est ce que je disais quand même. Il y a une fonction, il y a quand même un but du partenariat qui est de générer du revenu pour ta boîte. Enfin, je veux dire, on est là pour bah, grandir et l'objectif d'une société, c'est de faire de l'argent. Donc, il y a quand même, selon moi, un, un besoin, en tout cas, de pouvoir incentiver les personnes sur éventuellement du close MRR, même si c'est pas eux qui ont forcément toujours tu vois, c'est ton vendeur qui va finaliser la vente, mais très clairement, je veux dire, le partenaire manager a choisi les bons partenaires, aura essayé d'influencer aussi ses partenaires. Donc, à mon sens, il faut quand même proposer ce genre d'initiative. Et après, essayer de mesurer tout ce que vont faire les partenaires aussi pour la société. Donc, c'est pas uniquement, tu vois, le pipeline sourcé, donc vraiment les leads générés, mais c'est aussi l'influence générée par tes partenaires. Donc globalement, je reviens à ce que je disais, mais un partenaire ne va pas forcément t'envoyer une opportunité, par contre il peut t'aider à la closer et peut-être plus vite. Et donc c'est aussi essayer de mesurer l'influence que peuvent avoir tes partenaires sur ta customer journey pour vraiment voir l'impact qu'il y a derrière. Donc moi je suis partant pour mesurer plusieurs choses et incentiver les personnes sur plusieurs éléments. Après, tu vois, si je te prends hier, tu vois, j'étais chez Lucas. Lucas, aujourd'hui, les vendeurs ou les personnes, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonus de manière générale chez Lucas. Il n'y a qu'un salaire fixe. Et donc, ce qui est parfois aussi peut-être plus simple pour dire, bah voilà, si un partenaire conclut la vente, bah, l'essentiel c'est que on gagne un client et que le client soit bien servi plutôt que, bah, in fine, tu te retrouves dans une position à dire bah, qui je paye ou autre. Ouais, je comprends. Et du coup, bah, maintenant j'aimerais qu'on parle du coup de ressources parce que c'est encore un sujet qui est où il y a peu de choses.
beaucoup plus aux États-Unis. Toi, tu as lancé un podcast et tu fais pas mal de contenu sur le sujet, etc. Aujourd'hui, justement, des personnes, évidemment, d'aller s'abonner à ton podcast, mais des personnes qui voudraient justement progresser sur la partie partenariat, comment ça tu t'y prends en fait pour réussir à avancer là-dessus? Alors, je trouve que c'est un monde où il y a beaucoup d'entraide. On en revient un petit peu à ce donnant-donnant. Donc, je dirais, c'est petit 1, ne pas hésiter à contacter des gens qui ont ce titre-là. Globalement, c'est des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit. Et dans la logique, enfin, moi, je suis vraiment prêt dans le maximum du temps que je peux allouer. Mais même, je le fais fréquemment chaque semaine, aider des personnes 30 minutes, 1 heure, gratuitement, mais vraiment à aider à progresser ou avancer sur certains sujets. Donc globalement, c'est une vraie communauté. Il y a quelqu'un en France, enfin ils sont trois à avoir lancé une communauté qui s'appelle Partnershift, FT à la fin. On est 1400 aujourd'hui dedans sur un groupe Slack. Et donc là aussi, c'est un centre de ressources qui permet justement de voir un petit peu les pairs, d'échanger des informations. Et donc ça permet d'avoir des choses, puisque derrière, il y a pas qu'un Slack, il y a aussi du contenu, du média. Et donc aujourd'hui, je dirais sur les partenariats de manière générale en France, il y a 2 podcasts. Donc il y a celui de Partnershift, je mentionne, qui s'appelle Écosystème, et il y a le mien qui s'appelle Alliance. Voilà, et donc l'idée pour moi, c'est aussi d'aller produire du contenu, d'interviewer des personnes sur le partenariat pour vraiment avoir les best practices. Et maintenant aussi, je m'oriente beaucoup sur les comment faire. Donc vraiment, tu vois, comment réussir un go-to-market en Europe quand tu es un SaaS justement, comment travailler peut-être avec un hyperscaler, ce genre de choses. Donc vraiment du how-to aussi pour amener du contenu. Parce que c'est ce qui manque. Et aux États-Unis, c'est un peu plus développé. Il y a aussi des gens qui proposent de la formation, du bootcamp. Et ce que je vois en tout cas, c'est que ce sont des choses qui arrivent de manière un peu plus globale. Exemple, cette semaine, Pavilion, qui est une énorme communauté tu dois certainement bien Ouais, je connaître, connais bien. Laetitia, Ouais. a annoncé qu'il lançait une partnership school. Donc, ça montre bien, si tu veux, qu'il y a un vrai intérêt sur ce sujet, qu'il y a un axe fort à développer du partenariat, parce que c'est un levier qui, enfin, selon nous, est majeur pour les années à venir. Et je précise que du coup, dans ton podcast, tu invites à la fois des boîtes françaises et américaines. Donc, ça permet aussi également d'avoir accès à des success stories françaises, parce que c'est important, j'aime bien le dire, qu'on ait de la littérature francophone qui est en lien avec notre marché, mais aussi de s'inspirer en fait aussi également des meilleurs qui sont avancés, etc. Ok, on arrive à la fin de l'épisode. J'aimerais quand même te poser une question. J'aime bien maintenant poser un peu le conseil, l'ultime conseil que tu donnerais à quelqu'un là qui écoute et qui aimerait du coup appliquer des choses directement après avoir écouté. C'est quoi que tu dirais aujourd'hui à une boîte justement qui fait de l'inbound, de l'outbound, en ce moment qui trouve ça dur, etc. Et qui chercherait justement à augmenter son taux de closing, tout simplement, qu'est-ce que tu lui dirais là tout de suite en fait s'il a envie de se lancer? C'est quoi la première action qu'il doit faire? Je dirais déjà c'est normal puisque la période est complexe, j'ai l'impression, pour beaucoup de sociétés. Mais déjà, parler à vos clients, allez comprendre ce dont ils ont besoin et positionner du coup votre société en partenaire stratégique de ces clients pour leur amener plus de valeur. Et donc, sur du partenariat, ça va peut-être plus d'intégration, un service additionnel. Donc, comprenez vraiment profondément ce dont vos clients ont besoin, positionnez votre société pour que ça réponde à ses besoins et du coup après aller rayonner en externe auprès de potentiels partenaires, que ce soit en faisant des événements communs, des webinaires pour justement amener de la valeur additionnelle à vos clients et vous aussi vous donner de la visibilité. Et puis après, aller prendre un, deux, peut-être 3 partenaires au début si vous êtes vraiment en lancement et allez-y à fond quoi. Mais soyez minutieux, précis et surtout, n'hésitez pas à donner aux autres, c'est vraiment la clé de la réussite. Donnez beaucoup à vos partenaires, ils vous le rendront voilà, 100 fois. Eh ben, écoute, merci beaucoup Maxime pour tous ces partages-là. Où on peut te trouver? Donc déjà sur ton podcast, si on veut t'écrire, te parler. Alors sur le podcast, oui, donc dispo sur toutes les plateformes audio et également sur YouTube. Ça s'appelle Alliance avec un S à la fin. Et puis également sur LinkedIn avec plaisir pour échanger ici. Donc Maxime Imbert, IMBERT. Ce sera un plaisir d'échanger et puis même, comme je disais, de donner quelques conseils aux personnes qui viendront me parler. Ce sera avec grand plaisir.
Écoute, cool. Moi, de mon côté, je mettrai un petit résumé en fait dans la description des points clés que tu as partagés ici pour tous ceux qui voudront pas réécouter ou réécouter le podcast et qui veulent et qui n'ont pas forcément pris des notes. L'idée, c'est de vous faciliter les choses. Écoutez, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de le dire. Vous pouvez faire un petit commentaire, etc. Ça me fait plaisir, mais ça fait surtout aussi également plaisir aux invités. Et abonnez-vous pour aller voir d'autres, avoir d'autres retours d'expérience. À très vite. Ciao.